Bonjour, soyez les bienvenus dans ce podcast que j'ai intitulé Martin Luther King, le combat d'une vie par la non-violence. Vous le savez, Martin Luther King s'est battu toute sa vie pour que les Noirs aient les mêmes droits que les Blancs, et c'est l'histoire de la ségrégation et des luttes pour les droits civiques, un combat titanesque qui nous est raconté tout d'abord à travers cette petite vidéo de TV5. Martin est un garçon intelligent et sensible. Sa mère est institutrice et son père pasteur. Un jour, le petit voisin avec qui il avait l'habitude de jouer lui dit qu'il ne viendra plus, car son père lui interdit de fréquenter un noir. L'esclavage a beau être aboli depuis 1865, le racisme est toujours très présent, surtout au sud des États-Unis, où il existe des lois affreuses qui séparent les Noirs et les Blancs. C'est la ségrégation raciale. Ce jour-là, Martin comprend qu'il est né du mauvais côté de la barrière. Ses parents sont moins pauvres que la plupart des Noirs du pays. Alors, Martin a la chance de pouvoir étudier dans le Nord, à Boston. C'est un élève brillant. Il obtient son doctorat à 26 ans. Pendant ses études, il découvre la pensée d'un sage indien, Gandhi, qui prône la non-violence. Voilà la solution. Il faut dénoncer pacifiquement les injustices subies par les Noirs, songe Martin. Mais comment faire ? Il choisit alors de devenir pasteur, c'est-à-dire prêtre dans les églises baptistes. Ainsi, il aura une tribune où il pourra s'exprimer librement. À Boston, Martin rencontre une femme. Elle s'appelle Coretta et elle étudie la musique au conservatoire. Elle rêve de devenir cantatrice, chanteuse d'opéra. Elle est magnifique et Martin est intimidé. Quand il apprend qu'elle est aussi très engagée dans la défense des droits civiques, il comprend que c'est la femme de sa vie. Ils se marient et auront 4 enfants. Coretta soutiendra son mari jusqu'au bout, prête à tous les sacrifices pour leur cause commune. Pour l'heure, elle accepte de le suivre dans le sud, à Montgomery, où il vient de trouver un poste. À Montgomery vit une dame noire du nom de Rosa Parks. Elle en a marre de toutes ces injustices. Alors un jour, elle refuse tout simplement de laisser sa place à un homme blanc dans le bus. Le chauffeur lui ordonne de céder son siège. Elle persiste. « Non », dit-elle, tout en restant calme. Il appelle immédiatement la police et Rosa est conduite en prison. Voilà l'événement qui manquait pour déclencher une vraie rébellion pacifique, pense Martin. Dès le dimanche suivant, il fait un sermon enflammé, incitant ses fidèles à boycotter les bus de la ville. La contestation prend rapidement de l'ampleur. Tous les Noirs vont au travail à pied, même si cela prend des heures. Les semaines passent et les compagnies de bus sont proches de la faillite. Les sermons de Martin attirent de plus en plus de monde. Il continue à prôner la non-violence. Ne jamais se battre avec ses bras, mais plutôt avec sa tête. Et en l'occurrence, ses pieds. Pourtant, il reçoit des menaces de mort, des coups de téléphone anonymes, des insultes. Et le 30 janvier, alors que le boycott continue depuis déjà 2 mois, une bombe explose dans sa maison. Heureusement, personne n'est blessé. Cela n'entamera pas sa détermination. Nous devons répondre à la haine par l'amour. Le boycott continue pendant 381 jours. Enfin, c'est la victoire si longtemps rêvée. L'État d'Alabama supprime la loi qui sépare les Noirs et les Blancs dans les transports en commun. Une première victoire pour l'égalité. Le combat est loin d'être terminé. Les années suivantes, Martin Luther King devient de plus en plus influent. Même le président Kennedy l'écoute. Il fonde une association, la SCLC, Southern Christian Leadership Conference, avec laquelle il organise de nombreuses manifestations pacifiques. En août 1963, une grande marche pour le travail et la liberté se déroule à Washington. Devant plus de 200 000 personnes, Martin prononce son célèbre discours « I have a dream ». « J'ai un rêve », dit-il,
un rêve d'égalité et de liberté entre tous les hommes. Les efforts finissent par payer. En 1964, le nouveau président américain Lyndon Johnson signe le Civil Rights Act. C'est une immense victoire. À partir de maintenant, les discriminations reposant sur la race, la couleur, la religion, le sexe ou l'origine sont interdites par la loi. La même année, Martin est invité en Norvège pour recevoir le prix Nobel de la paix. Une distinction très importante qui récompense une personnalité qui œuvre pour la paix dans le monde et contribue au rapprochement des peuples. Plus tard, elle sera remise à Nelson Mandela, Mère Teresa et bien d'autres. Il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin. En 1965, il organise la deuxième grande marche de Selma pour réclamer le droit de vote. La première s'était déroulée quelques jours plus tôt et une charge très violente de la police fit de nombreux blessés. Alors cette fois-ci, quand la foule en marche se heurte à un barrage policier, Martin veut éviter la confrontation. Il demande à tout le monde de s'arrêter et de faire demi-tour. Les plus radicaux ne comprennent pas. Ils commencent à penser que leur chef est un lâche. Le 4 avril 1968, alors qu'il est en déplacement pour un meeting à Memphis, Martin est assassiné. Toute l'Amérique est bouleversée par cette perte tragique. Le racisme continue malheureusement à faire des ravages, mais grâce à des militants comme lui, les Noirs et les Blancs sont désormais égaux aux yeux de la loi. En 2008, 40 ans après la mort de Martin Luther King, les États-Unis ont élu leur premier président noir, Barack Obama. Comme il serait fier, le petit pasteur de Montgomery. Martin Luther King aime raconter le témoignage suivant. Fin janvier 1956, un soir, il vient de rentrer d'une séance de l'association qu'il préside, il est minuit, et il s'apprête à trouver le sommeil quand tout à coup le téléphone sonne. « Écoute, sale nègre, on en a marre de toi et de ton merdier. Si dans 3 jours tu n'as pas quitté cette ville, on te fait sauter la cervelle et ta maison avec. » Vocifère en substance une horrible voix. Dans une prédication de 1967, alors qu'il évoque ce qui lui est arrivé cette nuit-là, Martin Luther King relève que tout à coup son monde intérieur s'écroule. Il est atterré, comme égaré, tout courage dans cette situation de crise l'abandonne. Il a beau repasser dans sa tête certaines des convictions théologiques ou philosophiques apprises sur les bancs de l'université, nul soutien ne vient de cette réflexion sur le péché et sur le mal. Il pense tout simplement au sien, à sa petite fille tout juste âgée d'1 mois, à son épouse qui dort dans la chambre d'à côté. Tous ces êtres chers peuvent lui être enlevés d'un instant à l'autre. Il est au bout du rouleau, il ne sert à rien d'en appeler à sa mère ou à son père. Ils habitent à 175 km de là. Il est seul dans son combat. Découragé, je me rendis compte alors, témoigne-t-il dans cette prédication, qu'il fallait que la religion devienne pour moi une réalité et je connaisse Dieu par moi-même. Martin Luther King se met alors à prier à haute voix. « Seigneur, je dois avouer qu'aujourd'hui je suis faible. Je suis en train de craquer, de perdre courage. Interviens, Seigneur, et donne-moi la force nécessaire. » À cet instant, il entend une voix intérieure qui lui dit « Martin Luther, lève-toi pour le droit, lève-toi pour la justice, lève-toi pour la vérité. » Et je serai avec toi, même jusqu'à la fin du monde. Ce fut un moment fort dans la vocation de Martin Luther King, ce qui l'habita durant tout son combat. À partir du milieu de 1967, King se lance dans un nouveau projet d'envergure, la marche des pauvres sur Washington.
Il s'agit d'exercer une pression majeure sur le gouvernement fédéral pour qu'il modifie sa politique à l'endroit des plus démunis et débloque d'importants crédits. Fin mars, il se rend à Memphis. Là, il participe à une marche de protestation aux côtés des éboueurs de la ville. Insuffisamment préparée, cette manifestation se termine dans la violence. Martin Luther King revient à Memphis le 3 avril. Il s'agit pour lui de corriger le tir et de maintenir la non-violence des manifestations dans lesquelles il s'implique. Et le lendemain de son retour, il meurt assassiné. C'est le 4 avril 1968 au motel Lorraine. Les dernières années de Martin Luther King ne connaissent pas le même allant qu'au début des années 60. King fait souvent face à l'angoisse de la mort. Il sait le nombre de ses ennemis se multiplier. Et dans plusieurs prédications, il en parle. Et lors de mes funérailles, relève-t-il, ne dites pas que j'ai reçu le prix Nobel de la paix. Dites que j'étais le tambour-major de la justice. Dites que j'étais le tambour-major de la paix. Le 4 avril 1968, à 18h01, alors qu'il se trouve sur le balcon du Lorraine Motel à Memphis, Martin Luther King est assassiné d'une balle de carabine Remington. L'assassinat provoque une vague d'émeutes raciales dans 60 villes des États-Unis qui fait de nombreux morts et nécessite l'intervention de la garde nationale. 5 jours plus tard, le président Johnson déclare un jour de deuil national, le premier pour un Afro-Américain en l'honneur de Martin Luther King. 300 000 personnes vont assister à ses funérailles. La famille King, parmi d'autres, estime que l'assassinat est le fruit d'une conspiration impliquant le gouvernement des États-Unis, comme le prétendait d'ailleurs un monsieur Lloyd George en 1993, et que l'assassin présumé James Earl Ray, un prisonnier échappé d'un pénitencier, n'était donc qu'un bouc émissaire. En 1999, la famille King intente un procès pour homicide contre Jurors pour la somme de 10 millions de dollars. Et au cours du procès, des preuves alléguant d'une conspiration sont présentées. En 1999, la famille King gagne un procès civil contre Lloyd George, propriétaire du restaurant non loin du motel, et d'autres conspirateurs. George racontera lors du procès avoir reçu 100 000 dollars pour organiser l'assassinat de Martin Luther King avec la mafia et des instances gouvernementales. Rien ne sera définitivement établi toutefois, mais en 2002, le New York Times rapportera qu'un pasteur, le révérend Ronald Denton Wilson, déclarait que c'était son père, Henry Clay Wilson, qui avait assassiné Martin Luther King Jr. et non James Earl Ray. Il dit que les motifs de son père n'étaient pas racistes, mais politiques, son père pensant que King était en réalité un communiste. La non-violence de Martin Luther King est basée en réalité sur 6 grands principes. Premier principe, la non-violence active n'est pas une méthode destinée aux lâches, c'est une véritable résistance. On n'est pas obligé de se laisser faire du tort, mais il ne faut pas non plus répondre par la violence. Deuxième principe, la résistance non violente ne vise pas à vaincre ou à humilier l'adversaire, mais à gagner son amitié et sa compréhension. Troisième principe, la lutte doit être dirigée contre les forces du mal plutôt que contre les personnes qui font du mal. Quatrième principe, la non-violence active accepte de souffrir sans user de représailles. Elle accepte de recevoir des coups sans rendre la pareille.
Cinquième principe, la résistance non violente concerne aussi notre être intérieur. Elle consiste à refuser la haine et à vivre selon des principes fondés sur l'amour. Sixième principe, et enfin, le principe de la non-violence est fondé sur la conviction que l'univers est du côté de la justice. C'est une foi profonde en l'avenir basée sur l'idée selon laquelle Dieu est toujours pour la vérité et pour la justice. Dans sa lutte pour une plus grande justice, la non-violence se sent continuellement accompagnée par Dieu. Et dans cette perspective, ce qui encadre le tout est une conviction importante. On n'assure pas son bonheur sur le malheur des autres. Ce principe exclut toute violence, toute exploitation ou moyen de contrainte. Martin Luther King le dira ainsi: « Aujourd'hui, dans la nuit du monde et dans l'espérance, j'affirme ma foi dans l'avenir de l'humanité. Je refuse de croire que les circonstances actuelles rendent les hommes incapables de faire une terre merveilleuse. Je refuse de partager l'avis de ceux qui prétendent l'homme à ce point captif de la nuit que l'aurore de la paix et de la fraternité ne pourra jamais devenir une réalité. Je crois que la vérité et l'amour, sans condition, auront le dernier mot. Effectivement, la vie, même vaincue provisoirement, demeure toujours plus forte que la mort. Je crois fermement qu'il reste l'espoir d'un matin radieux. Je crois que la bonté pacifique deviendra un jour la loi. Chaque homme pourra s'asseoir sous son figuier dans sa vigne et plus personne n'aura besoin d'avoir peur. On l'entend, on le comprend, on le voit. Pour Martin Luther King, la violence est une arme puissante et juste qui tranche sans blesser et ennoblit l'homme qui la manie. C'est une épée qui guérit. Mais il dira aussi: j'ai décidé d'opter pour l'amour. La haine est un fardeau trop lourd à porter. Ou encore, nous devons apprendre à vivre comme des frères. Sinon, nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. Comme chez Jésus de Nazareth, pour Martin Luther King, l'espoir d'un matin radieux repose sur le contrôle de l'agressivité par l'amour que nous pourrions aussi appeler la bienfaisance, la bientraitance. Évidemment, tout n'a pas été résolu. Les insultes, les menaces, les angoisses portées par toute la famille ont été un énorme fardeau. Il a fallu des années de combats acharnés qui ont ensuite été poursuivis par Nelson Mandela pour en finir, par exemple, avec l'apartheid. Mais cette lutte a aussi permis l'élection d'un premier président afro-américain, Barack Obama, qui restera en fonction de 2009 à 2017. La lutte pour faire changer les mentalités demeure toutefois loin d'être acquise, bien entendu. Et nous avons en mémoire la triste mort de George Floyd, cet Afro-Américain tué par la police lors de son arrestation le 25 mai 2020 à Minneapolis, dans l'État du Minnesota, pendant laquelle un policier, Derek Chauvin, le maintient menotté en un plaquage ventral avec son genou sur sa nuque durant plus de 8 minutes, l'empêchant ainsi de respirer. Les images de son arrestation et la nouvelle de sa mort vont mener à une vague de protestations aux États-Unis et dans d'autres pays du monde. Black Lives Matter, qui se traduit par « Les vies noires comptent », va se créer dans la foulée, avec pour principale revendication l'antiracisme, la dénonciation de la discrimination exercée par les forces policières, les violences policières, le profilage racial et la mort de citoyens afro-américains par des policiers. Controversé, ce mouvement a donné lieu
en contre-réaction au slogan « All Lives Matter », toutes les vies comptent, et au mouvement de défense de la police « Blue Lives Matter ». La vie des Bleus compte, bien entendu, elle aussi. Reste que nous aurons encore à débattre, à discuter et à analyser cette conviction, celle qui veut que l'univers sera toujours du côté de la vérité, de la justice et de l'amour. Cette conviction est centrale parce que l'univers n'est pas chaotique, ni le fruit du hasard. Il tend toujours vers un équilibre, une plus grande harmonie, une plus grande complexité. C'est tout le contraire du mensonge, de l'injustice et des violences qui génèrent invariablement des souffrances inutiles et chaotiques. C'est à chacune et à chacun de nous en écarter. Le but n'est pas de lutter contre un système, nous dira Nassim Haramein, mais de suivre son propre instinct, sa joie, son rêve, et de rester ouvert aux résultats qui en découlent. Ils peuvent être en accord avec la pensée dominante ou être complètement à l'opposé, mais il ne faut pas avoir peur si nos résultats sont à l'opposé. Je pense qu'il faut continuer sur son chemin et viser la vérité seulement, et heureusement, à la fin, la vérité s'imposera. Ici, une approche moderne de la spiritualité nous dirait que la conscience universelle est la matrice de toutes les formes de vie dans l'univers. C'est un état vibratoire harmonieux qui unifie chez les humains le mental, l'émotionnel et l'instinctif, en assimilant, en acceptant et en intégrant notre rôle créateur. Tout ce qui est autour de nous et tout ce que nous sommes en est l'expression. Toute chose existe en un instant et le but est la croissance, de grandir dans le sens que nous donnons à nos propres expériences. Nous sommes un corps physique mais aussi un corps énergétique, mental, un corps émotionnel. Et grandir veut dire aussi quitter des états vibratoires déplaisants et néfastes. Le vrai sens de la pureté est une vibration d'amour, une vibration qui rend tout immense, beau et joyeux. C'est une énergie de guérison, la seule énergie qui compte vraiment, qu'il importe de ressentir, celle qui justement supplante les peurs, les hontes, les culpabilités, celle qui apaise l'agitation, la frustration et les soucis, celle qui nous accompagne sous forme d'ange gardien. C'est elle qui est la source de toute création, le Dieu d'antan. Tout y est, à tout moment, à tout instant présent, passé et futur. Il faut donc ressentir profondément, avec empathie, cette connexion à la source, tout en sachant qu'elle ne réclame aucune adhésion à aucun mouvement ou église. La conscience universelle, comme état vibratoire harmonieux, ne réclame aucun culte, prière, adoration ou soumission. Elle n'a rien à voir avec la haine, la peur, la violence ou l'esclavage. Elle ne saurait nous pousser à la guerre, au martyre ou au sacrifice. Elle veut seulement que nous en fassions l'expérience sous la forme humaine, faire l'expérience de notre merveilleux pouvoir créateur à travers elle et à travers nos expériences de vie. Et dans cette mise en expérience, tout est relié, tout est relayé, tout est interconnecté, tout est unifié et tout est pacifié. Dans cette conscience universelle, assurément, un avenir radieux est garanti, mais c'est tout aussi évidemment à nous de nous y connecter.